Qui es-tu vraiment? C'est une question très complexe qui me suivra toute ma vie. Bien sûr, il y a mon identité légale, Zaki Julia, 17 ans, de nationalité française et marocaine, mais tout ne se résume pas à cela. Après de longues années de discussions et de complexes avec moi-même sur mes cultures, des années de la fameuse question « Tu préfères le Maroc ou la France ?» et « S'il y a une guerre, s'il y a une guerre, tu t'engages du côté du Maroc ou de la France ?» Je ne veux plus choisir. Alors j'en ai parlé autour de moi. J'ai interrogé plusieurs personnes, toutes métisses, françaises et respectivement nigériennes, irlandaises, gabonaises et néerlandaises, ainsi que mon expérience personnelle et mon histoire de famille, pour finalement construire ma réflexion sur ce sujet. Au fil de ces échanges et de ma réflexion personnelle, je me suis rendu compte d'un paradoxe, le paradoxe du pluriculturalisme. En effet, avoir deux cultures, donc deux angles de vue, deux langues, deux histoires, peut paraître comme une chance immense, un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné, car il est impossible de jouir pleinement de ces deux cultures. Je m'explique. En France, je suis marocaine. On me fait ressentir marocaine et c'est l'image qu'on me renvoie de moi-même. Au Maroc, je suis l'européenne, la française qui parle pas trop bien arabe et qui n'a pas les mêmes références. Je suis française au Maroc, marocaine en France, et nulle part vraiment moi-même. Alors, pour toutes les personnes interrogées, se sentir française, c'est par dépit. Pour la majorité, la culture française a été apprise à l'école, avec les amis, et non pas partagée par les parents. La culture étrangère, quant à elle, a pour la plupart été partagée par l'un ou les deux parents. Par des voyages annuels, par exemple. Ce fameux voyage annuel qui me faisait sentir comme une folle en primaire. Oui, car j'ai grandi à Saint-Philbert-de-Bouenne, en Vendée, et comme son nom l'indique, c'est un petit village. Alors, on était la seule famille noire. Je suis pas un lapsus avec le reste. Alors, on était la seule famille arabe, la seule qui avait la famille en dehors de la Vendée, les seuls qui voyageaient. Ça me paraissait normal pourtant, mais les autres m'ont très vite fait ressentir cette différence. Je n'avais plus le droit d'en parler. Ce sont ces micro-traumatismes dès l'enfance qui entachent le rapport de chacun à sa culture. Couplés au manque flagrant de représentation des personnes africaines dans notre pop culture en France, nous sommes beaucoup à avoir développé des complexes liés à notre apparence ou manière d'agir. Et oui, car si aujourd'hui je me présente devant vous avec un mulet orange, c'est en partie à cause de mon complexe capillaire. Dès la maternelle et les premières photos de classe que j'ai pu retrouver, maman m'avait lissé les cheveux, parce que j'étais plus jolie comme ça, les cheveux lisses, comme mes copines, et pas les cheveux bouclés et gonflés. Alors, à partir du primaire, et surtout du CM2 et mon arrivée au collège, quand j'habitais au Maroc d'ailleurs, je me lissais les cheveux tous les soirs. 3 heures de souffrance pour être comme les autres. Au final, j'ai évidemment tué mes cheveux à long terme, perdu toutes mes boucles et avec, je le sens, perdu une partie de ma connexion au Maroc. C'est également le cas de Jeanne, métisse française et nigérienne, qui a dû se faire défriser les cheveux parce que c'est plus pratique, et qui n'a pas eu ses cheveux naturels jusqu'en 3e. Ce qui peut paraître anecdotique pour vous, finalement c'est que des cheveux. Mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Car non seulement les cheveux sont très importants dans beaucoup de cultures, en plus d'être un marqueur de féminité et de beauté, alors se lisser les cheveux, c'est en un sens renier sa culture. Vouloir se fondre dans la masse, ne plus être différente. Et oui, car les enfants sont bêtes. Et non seulement la différence les effraie, mais en plus, ils ont la fâcheuse tendance de répéter sans filtre ce qu'ils entendent à la maison. Dans la bouche des enfants ressort bien souvent la vérité des parents. Et c'est comme ça qu'on assiste à des moqueries par rapport à l'apparence, ou encore à de réels actes de racisme. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. En CE1, après 1 an et demi à l'école Jacques Gauly de Saint-Philbert-de-Bouenne, Alexis Triard est venu me trouver dans la cour pour me dire « On ne peut plus être amis. Mon papa a dit que tu étais arabe et que je ne pouvais pas être amie avec des arabes. » C'est l'un des seuls souvenirs que j'ai de la primaire. Cette phrase m'a longtemps hantée. C'était la première fois que je ressentais vraiment la différence que j'avais et surtout la première fois que j'étais directement confrontée à du racisme. Parallèlement, Jeanne n'a pas pu jouer au volley sur la plage avec des jeunes filles car elle est noire, donc elle ne sait pas jouer au volley.
Ces traumatismes racistes ont durement entaché la relation à notre culture, par certains moments détruit notre vision de notre culture et de nous-mêmes, et même, dans certains cas, a amené à un rejet de l'une des deux cultures. Il est vrai que de nombreux immigrés, notamment de la seconde génération, ont complètement renié cette partie d'eux-mêmes. Au point même des fois de soutenir Éric Zemmour, on a l'exemple de Tanguy. Dans des cas moins extrêmes, maman, en arrivant en France dans les années 2000, a dû changer de prénom. Et oui, parce que Hajiba, le prénom que ses parents lui avaient choisi était trop arabe. Elle a donc dû choisir le prénom de Annabelle. Et c'est seulement il y a quelques mois, dans une conversation sur la vie, qu'elle m'a avoué regretter cette décision, qu'elle ressent aujourd'hui comme une trahison à son histoire, à ses racines. Alors que nos binationalités, notre pluriculturalité devrait être une force, on se doit de renier l'une des deux cultures, selon la personne ou la position géographique où l'on se trouve. Avoir deux cultures, c'est n'en avoir aucune. Malédiction.